On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux avis? écrans, soyons vigilants. Grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Valls, 2 des 7 candidats en lice pour la primaire à gauche. Ces anciens ministres et actuels membres du Parti socialiste sont les seuls à avoir réservé quelques lignes à l'outre-mer dans leur programme pour la présidentielle. Nous ferons le point sur leurs propositions. 27% de chantiers d'orpaillage illégaux supplémentaires en 2016, une explosion déplorée par la présidente de la FEDOMG. Carlos Herrero réclame le retour des forces militaires sur le terrain pour ne pas perdre les bienfaits des précédentes opérations Harpie. Enfin, les galettes de Tidégras reviennent avec l'épiphanie. Comme chaque année, l'épicerie solidaire se sert de ses talents pâtissiers en faveur de ses bénéficiaires. Reportage à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. Après la droite en novembre dernier, c'est au tour de la gauche de désigner son candidat pour l'élection présidentielle. Une primaire qui se jouera en Guyane les 21 et 28 janvier prochains. Seuls 2 candidats sur les 7 en lice ont un programme pour l'outre-mer. Vincent Peillon et Manuel Valls ont présenté quelques axes de travail pour ces territoires éloignés de l'Hexagone. C'est ce que nous explique Caroline Elcide. Des terres de son martyr. À regarder de plus près les programmes des candidats socialistes à la primaire, l'outre-mer ne semble pas tenir les premiers rôles. Seuls 2 candidats, en l'occurrence Manuel Valls et Vincent Peillon, évoquent ces territoires lointains dans leurs programmes divulgués pour le moment. Mais les 2 hommes n'abordent pas ces territoires de la même manière. L'ancien Premier ministre se positionne comme fin connaisseur des territoires d'outre-mer. Il dit vouloir continuer à bâtir l'égalité réelle, projet porté par Victorin Lurel. Manuel Valls promet un programme détaillé avec des spécificités pour chaque département. Mais déjà dans l'immédiat, il fait quelques annonces comme soutenir les filières agricoles et pêche, simplifier la défiscalisation pour les entreprises, donner plus de pouvoir aux collectivités en matière de démocratie, continuer la convergence des prestations sociales et mettre en place une nouvelle politique de continuité territoriale. Pour les Outre-mer, qui vivent encore des moments difficiles, 3 principes guideront mon action. Du côté de Vincent Peillon, son programme de 62 pages est moins précis en ce qui concerne l'outre-mer. Le projet de l'ancien ministre de l'Éducation nationale tourne autour de 3 grands axes. Lui aussi compte promouvoir l'égalité réelle, c'est-à-dire accorder un même niveau d'accompagnement de l'État à toutes les populations. Autre axe, l'adaptabilité. C'est l'adéquation de la République avec sa réalité géographique et historique. Et pour finir, l'insertion régionale. Vincent Peillon compte inscrire le développement des collectivités d'outre-mer dans leur environnement géographique. À noter qu'aucun candidat ne viendra en Guyane défendre sa vision pour l'outre-mer. On poursuit avec ce transfert de compétences des communes à la CACL. Depuis le 1er janvier, le tourisme est placé sous l'égide de la communauté d'agglomération du centre littoral. Un changement qui découle de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République et qui inquiète les mairies. On écoute à ce propos le délégué au développement économique David Richer, interrogé par Caroline Elcide. Écoutez, la loi NOTRe est passée par là et elle nous dit tout simplement qu'à partir du 1er janvier 2017, la compétence tourisme ira à la CACL, donc à l'agglomération, ainsi que le développement économique. Alors je rappelle que le développement économique, nous avions déjà la compétence. Mais aujourd'hui, elle ira plus loin puisque les zones d'activité économique seront transférées également à la CACL. Ça veut dire que demain, une commune qui aura arrêté une superficie sur son territoire, le terrain reviendra tout simplement à la CACL. Donc une loi avec ces deux pistes, donc le tourisme et le développement économique. Alors ça ne fait pas toujours plaisir puisque ce sont des compétences encore des mairies, donc des maires qui sont encore transférés. Alors je pense que comme beaucoup de maires ici en Guyane, je pense que c'est bien valable sur des territoires assez petits, assez concrets. Peut-être les Antilles, peut-être des régions de métropole. Mais ici en Guyane, comment voulez-vous déplacer un office de tourisme de Roura ou de Macouria et puis la mettre sur Cayenne ou ailleurs ? Je pense que nos territoires sont trop grands pour cela. Et je crois qu'en bonne intelligence, à la CACL, donc les 6 maires, nous avons convenu qu'il fallait nous laisser un peu de temps. Donc nous avons mis en place des conventions de gestion. Donc on se donne 1 an
1 an. Donc les conventions de gestion, ça veut dire tout simplement que pendant 1 an, les mairies pourront encore fonctionner comme elles le faisaient avant. On garde la compétence pendant 1 an, ce qui nous donnera le temps quand même d'appréhender cette loi NOTRe et de se parler, de mieux connaître cette loi et de voir comment on pourra sortir par le haut. Chaque maire tient sa compétence. Il y en a d'autres qui sont vraiment d'utilité. Et quand je parle d'intérêt commun, à la base, c'est CACL, c'est ça, c'est l'intérêt communautaire. Ça veut dire que l'eau potable, c'est un intérêt communautaire, qu'elle soit Roura, Caen ou Manjoli ou Caen. Macouria, Monsignéry, c'est l'intérêt communautaire. Là, ce que la loi prévoit, c'est que l'intérêt communautaire, on le met de côté. Quel est l'intérêt communautaire pour que la ZAE, la zone d'activité économique de Roura, par exemple, soit aux mains de la CACL, par exemple. Et puis on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, on parle déjà d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Ça veut dire quand même, le plan local d'urbanisme, c'est la vision de l'équipe municipale, du maire. Qu'est-ce que je veux faire dans mon territoire? Si demain, et ça sera certainement le cas, elle tombe dans l'escarcelle de l'agglo, mais de toutes les communautés de communes, ça voudrait dire que ce soit l'agglo ou les autres communautés de communes qui devront dire, ben voilà, ce qu'on veut pour tel territoire. À quelques jours de la réunion semestrielle de bilan sur l'orpaillage illégal, la présidente de la FEDOMJ exprime son inquiétude pour le secteur en Guyane. En l'espace d'1 an, le territoire a connu un boom de 27% de sites clandestins supplémentaires. Carlos Herrero réclame le retour des opérations harpies permanentes. Elle précise les projets de la fédération également. Écoutez. Les derniers résultats de la préfecture et surtout du parc amazonien démontrent qu'il y a une forte progression. C'est le cas et on le ressent sur nos sites. Un dernier braquage a eu lieu en décembre avec une prise d'otage. Et en effet, on demande à ce que l'opération Harpie telle qu'elle existait auparavant soit remise en vigueur et que nous ayons plus d'hommes sur le terrain comme c'était le cas. En fait, militaires et opération Harpie interviennent ponctuellement alors qu'auparavant c'était de manière permanente et il est important pour nous que ce système perdure de manière permanente puisque c'est ainsi qu'on peut contenir en tout cas l'afflux massif. On contrôle mieux les entrées massives de ces clandestins. Il y a des besoins beaucoup plus forts sur le littoral et par conséquent, faute de moyens globalement, eh bien, ceux qui travaillaient en fait sur le terrain, sur les sites isolés à l'intérieur de la Guyane sont déplacés et viennent renforcer ceux qui sont à Cayenne. Donc actuellement, on a plusieurs sujets importants. C'est le plan pluriannuel de l'énergie, donc qui est un document qui prévoit les besoins en énergie pour la Guyane à l'horizon 2023, sur lequel nous comptons beaucoup, puisque de grands projets miniers sont en cours de développement en Guyane à des phases distinctes, différentes, et donc on a besoin que soient pris en compte nos besoins dans ce plan pluriannuel, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Toutes les prévisions qui ont été faites dans ce plan sont faites hors besoin du secteur minier, ce qui est absolument dommageable pour l'évolution de ce secteur. Cette année, c'est votre chiffre de la semaine. Des paquets noirs sans logo, recouverts de clichés choquants, voici la nouvelle formule de packaging pour la vente de cigarettes, en vigueur depuis le 1er janvier. La mesure prise par le gouvernement pour lutter contre le tabagisme est l'une des applications de la loi santé, un changement considérable pour les revendeurs comme pour les consommateurs. Frédéric Mazy. Ça a changé, c'était rouge, maintenant c'est noir. Exact, c'est neutre. Un paquet neutre sans distinction d'une marque à une autre. Un nouvel emballage qui ne décourage pas les fumeurs. Peu importe le packaging, c'est le produit, la cigarette qui prime. Donc je fume, ça sert à rien d'avoir un packaging très joli. Ça reste toujours la même chose, des cigarettes. Donc non, ça me dérange pas plus que ça. Ça va pas m'empêcher de fumer. Quand on est dépendant, on est dépendant. Ça ne change pas grand chose. Parce que franchement, lorsqu'on a envie de fumer, ce n'est pas ni un petit dessin, ni un truc comme ça, quoi. C'est l'envie, quoi. Il n'y a aucun souci pour les paquets. Ça. Ce sont les images qui sont dessus, ça choque un petit peu.
Les buralistes doivent aussi s'adapter. Difficile ces premiers jours de se repérer, de ne pas faire d'erreur quand tout se ressemble. Seule la marque est indiquée en bas du paquet en petits caractères. Vu qu'avant c'était directement toutes les couleurs, les marques, et puis bon, comme on connaissait les emplacements. Là aussi ça revient avec le temps, on commence à connaître les emplacements. Donc surtout bien vérifier, vu que maintenant c'est neutre, c'est écrit partout de la même façon. Le paquet est de même façon partout. Donc faut juste s'habituer. S'habituer, puis quand même vérifier. Regarder si c'est bien ce qu'on donne aux clients. Entre News, Brooklyn, ouais, c'est le même. Donc bien vérifier, Brooklyn bleu, News rouge. Un fumeur régulier sur 2 meurt prématurément des causes de son tabagisme. Cette mesure doit dissuader les plus jeunes de devenir dépendants à la nicotine et pousser les inconditionnels à quitter leurs cigarettes. Les couleurs, par exemple, étaient une manière très importante de pouvoir avoir une identification forte. La marque, c'est pas seulement ce qui est apposé sur un produit, c'est également un environnement, on va dire, de valeur, pour utiliser notre jargon publicitaire, et ces valeurs n'existent plus. Donc peut-être qu'il va y avoir des abandons, mais je pense que ça va être relativement mineur. Mais encore une fois, je pense que sur les primos, chez les jeunes essentiellement, ceux qui se mettent à fumer, eh bien, il risque d'y avoir effectivement des effets importants. À noter que les cigares et le tabac à pipe échappent à la règle. Après l'Australie ou encore le Royaume-Uni, la France est l'un des premiers pays à mettre en vigueur le paquet neutre. Intéressons-nous à présent à ces factures d'eau pour le moins salées que reçoivent des habitants d'un quartier de Bemao en Guadeloupe. Le réseau souterrain défaillant en proie à de nombreuses fuites en serait la cause. Et malgré de nombreuses requêtes formulées auprès de la société de distribution en charge de la zone, les riverains restent sans réponse. Ils ont donc décidé de s'unir en comité pour faire entendre leur ras-le-bol. Reportage. Des tuyaux visibles et qui longent la chaussée sur des centaines de mètres avec leur accord. C'est ce que l'on peut voir à Font-Bragelonne, une tuyauterie destinée à acheminer l'eau chez les résidents de l'espace des Trompettes qui se plaignent des nombreuses factures astronomiques de 1 000 €, voire plus, en fonction de l'abondance des fuites. Moi, non, facture à 1 000 et quelques euros là, présent. Alors ça, c'est moi qui regarde sur quand les gens qui nous payent, parce que fait nous payer, ou quoi c'est de l'eau faut payer. Mais c'est moi qui regarde qui gérer ça. L'eau, c'est un bitin bon, c'est des nécessités faut payer, mais à pas pour y péter tout le temps comme ça. Moi, quand nous veillons venir avant on les fait en maisie. Et j'en ai près de un an quelques, ma pauvre faille. Cette condition de vie est d'autant plus difficile pour ce couple de personnes âgées habitant la maison la plus éloignée de l'impasse. Ah ben oui, l'eau l'a pété. De la a coulé, peut-être toute la nuit nous passons. Facture là, vous voyez, il faut nous payer. Et il n'y a pas qui pète de l'eau là. Alors il faut nous payer facture là, nous ne pouvons pas péter assis de l'eau là qui a coulé là. Parce que si situation nous pénible de là, tout est pété. À 2 mois, nous gagnons au moins 6 à 7 coups d'eau. C'est pas normal ça. Alors que nous commandons, que fait qu'on nous avancer, c'est nous. Au lieu de rester juste en haut là, pour nous fermer de l'eau à chaque fois, fait qu'on là avancer, c'est nous, et nous qui prenons soin de l'eau, nous. Plusieurs courriers ont été transmis à la mairie de la ville et à Cap Excellence par les riverains, qui restent encore sans réponse. Ils souhaitent au plus vite régler la situation. Que s'est-il passé à la clinique Sainte-Marie à Schellcher? C'est la question que se posent les proches d'un patient dont la mort reste inexpliquée en Martinique. L'homme âgé de 52 ans avait été admis en novembre dernier pour une opération bénigne. Il décédera une semaine plus tard au CHU de Fort-de-France suite à des complications. Y a-t-il eu une négligence, une erreur peut-être lors de l'opération? Sa compagne et ses sœurs se sont exprimées auprès de Frédéric Mazy. C'était des photos de lui en Père Noël, donc il aimait bien ce rôle, surtout auprès des enfants. Cette année, la famille Vaïti a été privée de son Père Noël. Claude, qui endossait ce rôle à chaque 24 décembre, n'est plus là. Face au décès brutal de leurs proches, sa compagne et sa sœur restent anéanties et sans réponse. On emmène quelqu'un pour une opération vraiment bénigne et voilà. Et on le retrouve dans un état critique, vraiment, voilà. Je ne veux pas croire, je ne sais pas. Si je suis dans un rêve, je ne suis pas dans un cauchemar, mais je ne me suis pas encore réveillée. Admis pour une banale opération de calcul rénal, l'état de santé du quinquagénaire se dégrade dès le lendemain de l'intervention.
Fièvre, chute de tension, difficulté pour respirer. Le patient est transporté de la clinique Sainte-Marie au CHU, très mal en point, mais conscient. Les médecins du service de réanimation décident de lui faire passer un scanner. Ils ont découvert justement que le côlon avait été coupé accidentellement, mais que les complications, l'infection venaient de là. Claude Vahiti serait victime d'un choc septique qui affecte son foie, sa rate et ses poumons. Il est trop tard pour sauver le Bellifontain. Ils ont fait leur possible pour le garder en vie. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ça n'a pas tenu, ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas marché du tout. Parce qu'il était déjà trop faible, il était déjà trop mal au point. La famille du défunt a décidé de porter plainte contre la clinique Sainte-Marie, où le patient avait été pris en charge. On estime qu'il y a eu négligence. Et c'est d'ailleurs là qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'il soit rentré pour une opération et par négligence, il est décédé. Il ne reviendra pas. Bon, il faut se faire une raison, il faut pouvoir l'accepter. Mais avoir des éléments justement pour accepter son absence et commencer un deuil. Une enquête a été ouverte. Les résultats de l'autopsie restent pour l'instant confidentiels. Contactée par nos soins, la clinique Sainte-Marie n'a pas souhaité nous recevoir afin de respecter le secret médical et celui de l'instruction. Mais selon son directeur, la prise en charge du patient aurait été sans faille. Retour chez nous avec toute autre chose. Le mouvement NAPI poursuit son chemin et les événements en faveur du cheveu naturel se multiplient. Dimanche, l'association NAPI de France tiendra un galette contrée. Ce sera au PK19, route de Macouria. L'occasion pour tous les adeptes du cheveu crépus de se retrouver et d'échanger. On écoute la présidente de l'association. Natural and Happy, c'est né un peu à la période des Black Panthers, tous les mouvements aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que le terme nappy littéralement signifie crépus. Mais ça a été en fait instauré par les esclavagistes aux États-Unis. Donc dès l'instant en fait qu'ils parlaient du cheveu de leurs esclaves africains, ils avaient une façon en fait de le nommer de façon péjorative, comme on dit en créole en Guyane, granin, quand tout le monde n'aime pas en fait le terme granin. Donc à partir de la période 50-60, ils ont décidé de se réapproprier ce mot nappy et ont joué sur la contraction natural and happy. Il y a une discrimination qui existe encore. Il y a un manque d'éducation sur l'entretien du cheveu. Il y a un manque de visibilité des produits capillaires spécifiques. Donc l'objectif, c'est de nous rencontrer autour du cheveu crépus avec la galette avant que le carnaval ne démarre. Et donc l'objectif, on va vous mettre à votre disposition des stands de produits capillaires, de bijoux artisanaux. Les personnes qui souhaiteront adhérer à l'association pourront aussi adhérer. Il y a des personnalités qui ont accepté en fait de venir nous faire un coucou, donc vous aurez des surprises. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des conférences, des ateliers. Voilà, c'est entre 14h et 18h. Donc c'est vraiment très court et juste le temps du goûter. C'est une tradition qui va de pair avec l'époque de l'épiphanie. Chaque année, Tidégras se met au fourneau pour préparer quelques galettes créoles. Au-delà du régal pour les papilles, ces gâteaux permettent d'approvisionner les rayons de l'épicerie solidaire. Sa fondatrice, Enrica Innocent, nous raconte le quotidien de cette entreprise, financée à 80% par les aides publiques. Ayodele Germa. Le compte à rebours est lancé. 8 jours avant les premières galettes, 1 mois et demi avant la fin des dernières commandes, Enrica, la directrice de cette entreprise d'insertion, réceptionne les derniers ingrédients des galettes solidaires. C'est comme ça tous les jours, non-stop. Depuis 11 ans, Tidégras confectionne ce mets des rois dans le but de récolter des fonds. L'an dernier, la vente a généré 6 000 € de bénéfices réinjectés dans les frais de fonctionnement de cette entreprise d'insertion.
Les bénéficiaires, près de 1000 familles en situation de précarité. Dans le cadre de notre fonctionnement, nous avons remonté en tant que facteur et une recette de bénéfices et que les activités, tous les bénéfices que nous allons pouvoir en fait octroyer dans le cadre des activités seront reversés en fait directement pour l'épicerie sociale. L'épicerie solidaire occupe près d'un tiers des 300 mètres carrés dédiés à l'entreprise. Ici, les prix sont au plus bas pour permettre aux clients à faible revenu de faire leurs courses à moindre coût. Ils participent à hauteur de 30% de la valeur réelle des produits. En Guyane, Tidégra est l'unique structure d'aide alimentaire participative. L'objectif n'est pas de tenir la main et de payer pour l'usager. L'objectif, c'est de rendre l'usager en fait autonome. Qu'il participe, même si en fait il ne donne que 20 ou 30 centimes, mais en fait, si vous voulez, le principe de pouvoir contribuer et de ne pas forcément en fait accepter le don, il y a des personnes en fait qui ne voient pas les choses de la même manière. Et là en fait, vous avez notre cuisine professionnelle. Au fond de l'épicerie, un sas mène à la cuisine, où près de 1000 galettes devraient être confectionnées cette année avec l'aide d'une dizaine de bénévoles. Ces galettes ont un tel succès que cette cliente s'y prend une semaine à l'avance pour passer sa commande. On dira que l'exquise, elle est délicieuse, voilà. Et puis ça coûte moins cher qu'ailleurs, on va le dire. Si les galettes sont aussi abordables, c'est en partie grâce aux contributions diverses et variées. 80% de leur budget global est financé par la CTG et la Direction de la cohésion sociale. Une contribution pourtant insuffisante. L'entreprise s'occupe de 3 fois plus de familles que ne lui permettent ses ressources. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un local plus grand. Ainsi qu'on n'a plus de place. Comme vous avez vu, on a fait le tour. On a de gros problèmes en fait de stockage. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Plus de sous? Et lorsque je vois en fait les bénéficiaires, le fait de voir que leur vie évolue, là je suis contente. Mon plus grand rêve en fait, ça serait de ne pas les revoir. Voilà. Mais bon, ça c'est un rêve qui n'est pas réalisable parce que si elles reviennent, forcément c'est parce qu'il y a un besoin. Vendredi prochain, Tidégra vendra ses premières galettes de l'année. Une galette achetée pour une table familiale garnie. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec Vincent Payon et Manuel Valls, 2 des 7 candidats en lice pour la primaire à gauche prévue les 21 et 28 janvier prochains. Ces anciens ministres et actuels membres du Parti socialiste sont les seuls à avoir réservé quelques lignes à l'outre-mer dans leur programme pour la présidentielle. 27% de chantiers d'orpaillage illégaux supplémentaires en 2016, une explosion déplorée par la présidente de la FEDOMG. Carlos Torero réclame le retour des forces militaires sur le terrain pour ne pas perdre les bienfaits des précédentes opérations Harpie. Enfin, les galettes de Tidégra reviennent avec l'épiphanie. Comme chaque année, l'épicerie solidaire se sert de ses talents pâtissiers en faveur de ses bénéficiaires. L'action permet d'alimenter ses rayons. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Ruth Fortuna, puis ce sera votre journal, le 20h de TF1. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.